Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux intervenants, monsieur en parlait dans un instant, et un grand merci à tous ceux qui sont connectés pour ce débat qui est, de notre point de vue à tous, fondamental. Fondamental parce que c'est le problème de la croissance qu'on en souhaite, la décroissance, la manière dont on aborde le problème de la croissance est peut-être le problème le plus important que nous allons connaître en sortant de cette période de pandémie et que, au fond, on a un peu parfois tendance à considérer comme une sorte d'évidence de part et d'autre d'ailleurs, et c'est très important qu'on puisse j'allais dire en discuter de manière très approfondie. La deuxième chose, c'est que les intervenants sont tous top. Ils sont top par j'allais dire la qualité intellectuelle évidemment, mais aussi par leurs engagements, par la manière dont ils traitent les sujets. Alors tout ça sera fait par ordre alphabétique. Je trouve ça la chose la plus simple. On démarre par Patrick Artus. Alors Patrick, il a été enregistré, mais je rappelle qu'il est membre du Cercle économiste et qu'il est auteur de La dernière chance du capitalisme, qui a été écrit avec Marie-Paul Virard. Delphine Batho, tout le monde la connaît. Elle est députée ELV des Deux-Sèvres. Elle a été ministre de l'écologie et tout le monde a un souvenir extrêmement sympathique de la période et intéressante de la période où elle a été ministre de l'écologie. Elle est coordinatrice nationale de Génération Écologie et elle a été candidate à la primaire, mais c'est un jeu qui était lourd et difficile, qu'avec des gens d'ailleurs qui étaient tous de grande qualité. Donc, et au fond, je trouve que c'est la personne qui représente dans ce courant politique peut-être de manière la plus claire et la plus décisive une position qui est celle de la décroissance. Mais c'est pas elle qui va l'expliquer, pas moi. Moi-même, je suis un très gentil garçon et avec mon ami Alain Villemeur, on a écrit un livre qui s'appelle La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter, et qui a peut-être une caractéristique, c'est qu'il est moins idolâtre de l'innovation, donc qui est moins convaincu que toute l'innovation va résoudre tous nos problèmes. Après, une personnalité éminente, qui est professeur à Paris Dauphine, c'est Dominique Méda, que vous connaissez tous, qui est directrice de l'IRISCO, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Alors moi, ça me ravit parce que je pense que l'économie, qui se considère comme une science dure, aurait bien du mérite à essayer de se coller un peu plus se remettre dans les sciences sociales. Et elle a écrit plusieurs livres qui vraiment marquent déjà la tonalité de ce qu'on va se dire, la mystique de la croissance, comment s'en libérer, faut-il attendre la croissance vers une société post-croissance, coécrit avec Isabelle Cassier et Kevin Maréchal. Donc c'est vraiment quelqu'un qui là aussi représente un courant plus académique, mais qui est tout aussi passionnant. Denis Oliven qui est directeur général de Libération, qui est essayiste, qui a écrit beaucoup de choses. Tout le monde se souvient de la préférence française du chômage, au chômage, qu'il avait écrit il y a, on va dire 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'arrête à cette ligne-là, et qui vient d'écrire un livre absolument top aussi, qui s'appelle Un étrange renoncement. Alors vous voyez quelles sont les références qu'il peut avoir, mais c'est aussi lui. Pierre Dequesne, qui est un membre du Cercle économiste, on appelle ça membre honoraire du Cercle économiste, mais en réalité il est tellement top que il est bien plus que cela. Il est professeur émérite à l'Université Lyon 2 et il a cette caractéristique d'être à la fois un économiste très reconnu et un historien des faits économiques très reconnu. Alors, au fond, ça nous replonge dans l'idée de Dominique Méda que l'économie, c'est une science sociale, et donc il faut qu'on retrouve un peu notre logique. Il est l'auteur de L'économie des grandes épidémies de la peste Covid-19, écrit en 2021, oui, donc c'est très récent. Et mon camarade Alain Villemeur, qui est en fait directeur scientifique d'une chaire très remarquable qui s'appelle Transition démographique, transition économique. Donc, on voit bien que on va traiter là aussi du long terme, et qui a écrit un livre absolument remarquable, ça me permet de le dire 2 fois de suite, qui s'appelle La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter, et voilà, qui va défendre avec talent. Alors, je voudrais juste faire 3 remarques avant de céder la parole d'abord à Patrick Artus. On va prendre l'ordre alphabétique. On va faire un débat très très libre. En gros, 1 heure de présentation de tous, et puis 1/2 heure de débat avec tous les internautes qui vont vouloir intervenir, évidemment. Je voudrais juste dire
trois petites choses. C'est que on a le sentiment, y compris dans le titre, qui est involontairement un peu provocateur, que croissance et décroissance, c'est deux vérités absolues. Il y a énormément de nuances dans la manière de penser les problèmes de croissance et de penser les problèmes de décroissance. C'est un débat qui a agité l'un et l'autre, croissance et décroissance, les économistes depuis 2 siècles. Donc c'est un débat ultra légitime, ultra normal, ultra, j'allais dire, travaillé. Alors chacun après a son opinion, mais ce qui est important, c'est qu'on pose bien les sujets, mais une fois de plus, il y a beaucoup de nuances et beaucoup de manières de traiter les thèmes. Deuxième remarque, je pense que quand on va parler de croissance ou décroissance, on va beaucoup se fonder sur la consommation, parce qu'elle représente les 2 tiers en gros de la valeur ajoutée produite, ou importée ou exportée, et il s'avère que je trouve qu'il faut qu'on fasse une séparation assez nette entre les biens collectifs et les biens individuels. Quand on parle de santé, c'est pas tout à fait la même chose que de s'acheter un iPad. Et les deux sont bien, mais c'est pas la même chose. Et puis troisième aspect, et ça c'est un point qui a été très soulevé par Denis. C'est aussi un débat d'économistes anciens. C'est le rapport entre la société, la croissance et le progrès technique. J'ai tendance à penser que là aussi, il nous faut être très nuancé. Lorsque Amazon annonce que on crée des emplois, c'est formidable, mais en même temps, on oublie que peut-être on en a détruit beaucoup dans le centre-ville de beaucoup de villes dans le monde et en France, et en même temps que c'est remplacé par des emplois j'allais dire, de qualité extrêmement faible. Voilà. Ces 3 remarques, c'est juste, non pas pour faire l'intéressant, mais pour dire à quel point le sujet est compliqué. Je vous suggère que désormais, on laisse la parole successivement donc à Patrick, enregistré, Delphine Bateau, Dominique Méda, Denis Oliven, Pierre Decaisse et Alain Villemeur. Chacun, je leur ai demandé pas plus de 10 minutes, mais vous voyez, moi-même, j'ai été un peu bavard, donc pas plus de 10 minutes, pour qu'on puisse avoir une vraie discussion. Et puis, ce débat est ouvert, libre, intéressant, respectable, respecté, et donc n'hésitez pas très gentiment parfois à commenter les uns les autres, ça rendra la discussion encore plus intéressante. Et je cède maintenant la parole à notre ami Patrick Artus, qui, je vais pas vous faire un scoop, je crois, va défendre plutôt la croissance. Bonsoir à tous. La question qui est posée aujourd'hui est effectivement extrêmement importante, c'est-à-dire est-ce que nous sommes toujours dans une perspective de croissance ou est-ce que nous pouvons être dans une perspective de décroissance avec bien entendu à l'esprit la transition environnementale et énergétique. Alors je voulais faire 3 remarques introductives pour notre débat de ce soir. Le premier, c'est simplement sur la définition de la croissance. On a évidemment une croissance qui n'est pas mesurable par le PIB. Aucun économiste raisonnable ne pense que maximiser le PIB est un objectif légitime de la politique économique. Ce qu'il faut maximiser, c'est le bien-être des populations, des agents économiques. Et alors, évidemment, le bien-être peut être extrêmement différent du PIB. Par exemple, il y a dans le bien-être un effet des inégalités de revenus. Quand un ménage, une personne a un revenu faible, il bénéficie davantage d'une hausse de son revenu en termes de bien-être que quelqu'un qui a un revenu élevé. Les économistes disent que l'utilité marginale de la consommation est plus forte quand le revenu est faible. Donc, il faut corriger le PIB des inégalités. Un PIB qui s'associe d'une ouverture des inégalités, c'est un bien-être qui croît moins que le PIB. Il faut aussi tenir compte, évidemment, des externalités. Quand la production génère des désordres climatiques, des désordres environnementaux, une réduction de la biodiversité, une dégradation des conditions de travail, de la souffrance au travail, etc., évidemment, cette production crée un bien-être qui est inférieur simplement au niveau de production. Donc, c'était une première remarque pour dire que nous ne sommes pas assez naïfs, parce qu'on critique souvent les économistes qui auraient la religion du PIB. Nous ne sommes pas assez naïfs pour avoir la religion du PIB. Nous avons la religion du bien-être. Et le bien-être, c'est du PIB qui est corrigé au moins des inégalités et des différentes externalités, dont les externalités climatiques. Et c'est bien ça, la variable qui nous intéresse. Donc, attention, à ne pas être caricatural, nous savons que ce n'est pas le PIB qui est l'objectif des politiques économiques.
Alors, deuxième sujet sur la transition environnementale, c'est est-ce qu'on peut obtenir les objectifs climatiques internationaux sans utiliser pour cela la décroissance, une réduction de notre niveau de production. Alors, je crois qu'on comprend mieux aujourd'hui les enjeux. Si on veut réussir à obtenir ces objectifs, la neutralité nette carbone en 2050, il va falloir énormément investir. Il va falloir investir dans la production d'énergie renouvelable, investir dans les réseaux électriques intelligents, investir dans l'isolation des bâtiments et des logements, dans la rénovation thermique de ces bâtiments. Les estimations qui circulent disent qu'il faudra, dans les 20 ou 30 prochaines années, accroître d'à peu près 3 points de PIB le niveau d'investissement, aussi bien mondialement que dans les pays de l'OCDE qu'en Europe. Et on n'aura pas plus de revenus globalement à se partager. Surtout que la transition énergétique, au début, va aussi détruire du capital. Pensez aux usines qui fabriquent des voitures thermiques, par exemple, ou aux mines de charbon en Allemagne ou en Pologne. Donc, on aura nécessairement besoin de consommer moins pour investir plus. Ça veut dire que nous allons devoir collectivement accepter une baisse de 3 points de PIB de notre consommation pour augmenter de 3 points de PIB notre investissement. Ceci va être douloureux. Il va falloir consommer moins pour investir plus. Et c'est ce que nous devrons accepter si nous ne voulons pas devoir avoir moins de production, moins de PIB pour avoir moins de croissance, moins d'activité et simplement utiliser la baisse de l'activité pour réduire les émissions de CO2. Donc, si nous voulons éviter ça, il va falloir faire cet énorme effort d'investissement et ça sera aussi douloureux puisque, bien sûr, à ce moment-là, nous maintiendrons notre croissance mais au prix d'un effort de réduction de la consommation consacré à ce besoin d'investir davantage. L'autre point un peu annexe, mais qui est important aussi, c'est quand vous transformez de la consommation en investissement, ce qui va être nécessaire, vous transformez de la demande de services, parce que la consommation, c'est essentiellement des services, en demande de biens. L'investissement, c'est des matériels pour les énergies renouvelables, des batteries électriques, des éoliennes, des réseaux, etc. Et ça a des effets aussi tout à fait importants sur l'économie mondiale. Quand vous consommez moins de services et plus de biens, que vous demandez moins de services et plus de biens, vous demandez plus de matières premières, plus de transport. Et vous voyez les goulots d'étranglement que ce transfert des services vers les biens peut fabriquer. Donc, on a vraiment beaucoup d'enjeux si on veut être capable de mettre en place le niveau d'investissement qui va être nécessaire. Et mon troisième et dernier point, c'est pour parler de la redistribution et des problèmes d'inégalité. La transition énergétique va faire monter les prix de l'énergie. La raison fondamentale, c'est que les énergies renouvelables sont intermittentes. Et donc, il faut avoir une capacité de production qui est beaucoup plus importante que la demande pour stocker quand on peut produire et rendre ensuite l'électricité au réseau quand il n'y a plus de vent et quand il n'y a plus de soleil. Donc, tout ceci est très coûteux. Il faut plus de capacité et il faut du stockage, probablement en hydrogène dans le futur. Et donc, on aura une hausse des prix de l'énergie. Alors, ça ne crée pas un problème global de revenus, puisque nous allons aussi produire les éoliennes, les réseaux, etc. Mais ça crée un problème d'inégalité, puisque les ménages, quel que soit le pays, les plus modestes, consacrent une beaucoup plus grande partie de leur budget à acheter de l'énergie. En France, par exemple, les 20% de ménages aux revenus les plus bas consacrent 15% de leurs revenus à acheter de l'énergie. C'est 5% seulement pour les 20% de ménages aux revenus les plus élevés. Donc, on va voir avec la hausse des prix de l'énergie, un très important problème d'inégalité qui va se créer. Et il va falloir donc faire des politiques redistributives. Alors, on a déjà aujourd'hui le début de ces politiques, mais en régime de croisière, on ne pourra pas financer cette redistribution par la dette, comme on envisage de le faire aujourd'hui. Il faudra la financer par l'impôt. Et comme on voudra donc faire des transferts aux ménages modestes pour compenser la hausse de prix de l'énergie, on ne va pas taxer les ménages, donc on va très probablement devoir dans le futur taxer davantage le revenu du capital, et donc revenir en arrière sur la baisse très forte de la taxation du revenu du capital qui a eu lieu depuis 20 ans pour avoir les moyens de financer cette correction des inégalités qui viendront de la hausse des prix de l'énergie. Donc on voit bien qu'on va aller vers un nouveau modèle où il y aura davantage de solidarité entre les personnes plus ou moins aisées en termes de revenus, et que cette solidarité, elle passera par une taxation du capital et donc par une baisse de la rentabilité du capital qui servira à financer ces politiques de redistribution. Donc voilà, je crois, ce que je voulais dire pour introduire ce débat. Donc bien comprendre
que la question pour les économistes, c'est la question du bien-être. Hein, et donc, pour nous, les inégalités, les externalités, ça joue énormément. Et donc, nous ne sommes pas à nouveau assez bêtes pour croire qu'il faut maximiser le PIB. Bien comprendre que si on veut éviter la décroissance, il va falloir faire un effort considérable d'investissement, ce qui veut dire faire l'effort de réduire notre consommation, hein, ce qui est douloureux aussi. Et bien comprendre enfin qu'on va avoir un très gros problème redistributif à gérer et que très probablement, il aboutira dans un partage des revenus moins favorable au capital que celui dont nous avons pris l'habitude. Voilà ce que je voulais avancer pour lancer le débat ce soir. Bien, merci beaucoup Patrick. Il a lancé le débat avec son talent habituel. Donc je vous suggère que pour ne pas perdre de temps, Delphine, si vous voulez bien prendre le relais, ce serait super. Aussi, et bien comprendre enfin qu'on va avoir un très gros problème. Ah. Voilà, je pense que c'est OK pour Delphine. A3. Hein? Ah oui, alors peut-être il y a un petit problème, donc je passe à Dominique Méda et Delphine passera juste après. Voilà, il y a un petit problème d'ordre de technique, comme on en a de temps à autre. Voilà, donc Dominique, à toi. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et d'avoir cette discussion. Hein. Pour situer un peu les choses, moi je travaille sur ces sujets depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Hein. En 1999, j'écris un livre intitulé Qu'est-ce que la richesse? C'était en fait une tentative pour comprendre comment on avait pu assimiler progrès et croissance, ou richesse et croissance. Hein. Donc j'ai essayé de faire une généalogie de cette assimilation. J'ai croisé des auteurs passionnants hein, comme Simon Kuznets, l'inventeur des premières mesures de la production et du revenu national, ou François Fourquet, je conseille sa lecture, hein, qui a écrit Les Contes de la puissance et qui explique pourquoi les inventeurs de la comptabilité nationale en France ont une sorte de fascination pour la croissance. Alors, c'est très intéressant ce que Patrick Artus a dit. Hein. Alors, il dit les économistes ne sont pas naïfs. Faut quand même pas les prendre pour des débiles. Bien sûr qu'ils recherchent pas la croissance du PIB, ils recherchent la croissance du bien-être. Non mais attendez, moi je dis là c'est quand même un petit peu trop facile, hein, parce que je suis désolée, mais ce qu'on apprend à nos étudiants de terminale et ce qui existe dans les manuels, dont le manuel de comptabilité nationale qui fait 900 pages, c'est que la croissance, c'est bien la croissance du produit intérieur brut. Hein. Et produit intérieur brut, c'est la valeur monétaire de ce qu'on produit, hein, c'est la somme du PIB marchand, donc la somme des valeurs ajoutées, et du PIB non marchand. Donc, on peut toujours dire que c'est la croissance d'autre chose que l'on aime ou que l'on désire, la croissance du bien-être, du bonheur, de l'amour, de la santé. Je suis désolée, mais pour l'instant et depuis le milieu du XXe siècle, la croissance, c'est la croissance du PIB. Et le PIB est une norme universelle qui sert à comparer les performances des pays. Donc, je suis désolée, mais je vais reprendre très vite les critiques qu'on fait habituellement au PIB. Le PIB, je le rappelle, c'est une convention. Hein. Kuznets, il explique ça très bien dans ses travaux. On parle de création de richesse, mais ce que je veux dire, c'est très important, je pense, de comprendre ça, hein, c'est que le PIB, il donne une idée complètement inexacte et réductrice de ce qu'est la richesse d'une société. Pour 4 raisons. Hein. Il compte pour zéro des activités qui sont hyper importante pour la société. Évidemment, le travail domestique. Quand on monétarise le travail domestique, ce qui n'est pas nécessairement bien, on s'aperçoit que ça représente plus d'un tiers du PIB, donc c'est absolument énorme. Et puis, il y a toutes les activités familiales, amicales, amoureuses, bénévoles. Ça veut dire que si on les compte pas, hein, lorsqu'elles disparaissent, personne ne s'en aperçoit. Mais en revanche, quand elles sont transférées dans la sphère marchande, alors là, ça fait une augmentation du PIB. Les autres critiques, je les rappelle rapidement, hein, ils considèrent comme utiles toutes les activités, y compris les plus toxiques, hein, à partir du moment où elles peuvent faire l'objet d'un échange. Il n'est pas affecté par les inégalités de consommation ou de production, mais surtout, ça c'est hyper important, hein, c'est un compte de résultats, la comptabilité nationale. Et donc, c'est un compte de flux qui ne nous donne aucune information sur la manière dont on utilise les patrimoines, nos patrimoines essentiels, le patrimoine naturel ou la santé sociale, pour fabriquer la production. Donc, on peut avoir un
taux de croissance très élevé et une planète devenue inhabitable et une société balkanisée. C'est pour ça que dans ce bouquin que je vous citais, Qu'est-ce que la richesse? Et puis dans les autres, Jean-Hervé l'a pas cité, mais là je vous montre La mystique de la croissance, comment s'en libérer. Moi j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues Florent Janicatrice et Jean Gadret, qui ont notamment écrit un petit bouquin que je conseille qui s'appelle Les nouveaux indicateurs de richesse. Qu'est-ce qu'on cherche à faire depuis 20 ans? On cherche à ce que nous adoptions d'autres indicateurs de richesse complémentaires au PIB, qui permettraient de donner une idée plus exacte de la richesse, de montrer l'état, l'évolution des patrimoines et de donner l'alerte. C'est-à-dire, au lieu qu'on continue à avoir un PIB qui grossit, de dire attention, là vous avez plus de quoi assurer cette augmentation. Donc, on a écrit beaucoup d'articles, on a beaucoup travaillé avec la commission Stiglitz, dont Jean Gadret faisait partie. On a créé un groupe de pression qu'on a appelé le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Finalement, ce qu'on porte, c'est pas du tout l'idée de décroissance, c'est l'idée qu'il faut raisonner au-delà de la croissance, se détacher du produit intérieur brut. Je suis encore désolée pour Patrick Artus, peut-être que j'ai pas compris, mais je crois quand même que j'ai compris. Donc, ce qu'on veut, c'est que nous adoptions à côté du PIB d'autres indicateurs qui soient capables de nous donner de bonnes informations sur l'évolution de ce qui compte, c'est-à-dire en gros sur le patrimoine naturel et sur la santé sociale. Donc, ce qu'on propose, c'est l'adoption de l'empreinte carbone et d'un indice de santé sociale que ma collègue Florent Janicatrice a construit, qui nous permettrait en quelque sorte, je dirais, d'enserrer le PIB ou d'enserrer la production dans ces autres indicateurs. Et pardon de contredire un absent, mais Patrick a l'air de dire qu'il y a un consensus sur cette idée de bien-être et d'autres indicateurs, mais il y a absolument aucun consensus. Et si je voulais raconter cette histoire que j'ai vécue vraiment de l'intérieur, moi je dirais qu'il y a une bataille silencieuse entre les organisations internationales et puis d'autres petits groupes dont nous faisons partie, une bataille pour savoir qui imposera le futur indicateur, l'indicateur qui remplacera le PIB, parce que vous savez que un indicateur, c'est une lecture de la société, c'est une vision du monde. Et je vous donne un petit exemple pour essayer de vous montrer pourquoi c'est important. Dans la commission Stiglitz, il y avait en débat, Stiglitz-Senfit aussi, il y avait un débat pour savoir s'il fallait pas adopter l'épargne nette ajustée, un indicateur proposé par la Banque mondiale en 2006. Qu'est-ce que dit cet indicateur? Il dit, vous devez, pour avoir une idée de votre richesse, parce que tout le monde a compris qu'il fallait passer d'un indicateur de flux à un indicateur de stock. Et donc, l'épargne nette ajustée, c'est quoi? C'est, je prends mon capital économique, donc qui est traduit monétairement, bien sûr, je monétarise mon capital naturel, je monétarise mon capital humain, je mélange tout cela et je regarde ce qui sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si ce qui sort est positif, c'est qu'on est bon, on a créé de la richesse. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si nous sommes assez intelligents, c'est le génie humain, alors finalement on va pouvoir accepter, s'adapter à une réduction considérable, voire une disparition du capital naturel. Et puisque vous voyez que d'abord tout est monétarisé, ce qui est absolument épouvantable, et tout est fongible. Donc voilà, l'intelligence humaine va nous permettre de construire un monde artificiel qui nous donnera les mêmes doses de satisfaction qu'un monde naturel. Bon, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc nous sommes battus contre cette idée d'épargne nette ajustée. D'ailleurs, la commission Stiglitz n'a pas proposé de nouvel indicateur. Elle est restée avec le PIB. Elle a proposé des ajustements. Donc voilà, nous notre idée, je la rappelle, elle est double. C'est adopter d'autres indicateurs pour en quelque sorte faire en sorte que la production soit enfermée dans des limites sociales, limites environnementales, les fameuses limites planétaires. Et ce que nous souhaitons également, nous ne parlons pas de décroissance parce qu'on a peur que ça décourage les personnes, surtout que cette décroissance, elle va devoir s'adresser plutôt aux plus riches d'entre nous qu'aux plus modestes. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est se détacher de l'obsession de croissance ou de décroissance. Ce que nous souhaitons, c'est
ce que nous pensons, c'est qu'il faut poursuivre la satisfaction essentielle, la satisfaction des besoins essentiels de tous, et qu'on verra bien si cela aboutit à de la croissance ou à de la décroissance. Donc, en résumé, hein, abandonner la croissance comme objectif, reconnaître que la croissance, elle a apporté d'immenses bienfaits, mais aussi des maux. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de s'écrire, c'est une autre histoire des 30 Glorieuses. Les collègues qui ont écrit ce livre, Une autre histoire des 30 Glorieuses, maintenant, ils requalifient les 30 Glorieuses avec l'idée de 30 calamiteuses. C'est-à-dire, il y a un revers de la médaille. On s'aperçoit que le moment où on a le plus produit, avec des taux de 5,3% par décennie, c'est aussi le moment où tout a explosé, où toutes les limites planétaires ont été explosées. Et donc, les rendements de la croissance sont décroissants. Et ma conclusion est double. Hein. D'une part, on n'a pas besoin de passer par le détour de la croissance pour viser la satisfaction des besoins de tous. On n'a pas besoin de ça. Et par ailleurs, moins de croissance ne signifie pas arrêt du progrès. Je vous renvoie au magnifique texte de John Stuart Mill en 1848, hein, qui nous dit que ceux qui poursuivent l'augmentation de la production et de la richesse, finalement, ils n'ont rien compris. Hein. Ce qu'il faut, c'est un progrès humain, et que c'est pas parce qu'on a un état stationnaire de la richesse qu'on a une immobilité du progrès humain. Merci beaucoup, Dominique, c'était passionnant. Je dois dire que l'habileté qu'aussi ça citait pour nous John Stuart Mill, qui est quand même aussi comme un économiste de la première catégorie possible, c'est quand même très, je vais dire, très, très talentueux. Bon, je repropose à Delphine Bateau de passer. Je crois que maintenant, ça doit marcher. Si par hasard ça marchait pas, voilà, ça marche. C'est formidable. On attaque la décroissance. Merci. Voilà. D'abord, merci de l'invitation, et merci au Cercle des économistes de considérer ce débat comme légitime. Contrairement à ce qu'a affirmé Patrick Artus, et je rejoins sur ce point Dominique Méda, tout dans nos sociétés aujourd'hui est organisé, j'allais dire drivé, par l'obsession pour la croissance économique, pour l'obsession pour la croissance du PIB, qui est l'objectif central de nos pays. Et les économistes, dont je ne suis pas, ont pour habitude de rappeler des réalités qui sont incontournables. Et donc mon premier point, je serai assez brève avant que la discussion s'engage. C'est le rappel des faits, c'est-à-dire que les réalités de l'Anthropocène, les réalités de l'extinction à une vitesse absolument vertigineuse de la biodiversité et du vivant sur Terre, les réalités de l'accélération extrêmement violente du réchauffement climatique, entraînant par exemple le fait que l'été dernier, on a mis des humains dans des salles de refroidissement au Canada, il y a eu des incendies sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, des inondations monstrueuses en Allemagne, en Belgique, dans bien d'autres pays. Je ne fais pas la longue liste, chacun la connaît, mais sont des réalités incontournables. Et moi, ce qui me frappe, c'est que les modèles économiques dominants ont pour point commun de faire l'impasse en fait sur les réalités physiques auxquelles nous sommes confrontés et qui ont amené le 9 octobre dernier le nouveau prix Nobel de physique Giorgio Parisi à affirmer, à rappeler une réalité très simple, c'est que la croissance du PIB est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, raisonnement qui était aussi au cœur du récent rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, qui démontre qu'en fait, toujours plus de PIB, toujours plus de production, toujours plus de consommation en volume signifie plus de destruction de la nature et plus d'accélération du réchauffement climatique, parce que, en fait, cette augmentation du PIB, elle est corrélée à l'augmentation de la consommation d'énergie et de matières premières. Et donc, en fait, le sens de la décroissance, c'est d'en tirer les conséquences et d'arrêter de faire semblant, en fait, sur les enjeux écologiques et de s'attaquer non plus aux symptômes, mais de s'attaquer aux causes du problème. Le deuxième point que je voulais relever dans ce qu'a dit Patrick Artus, et j'aurais beaucoup aimé
entendre, parce que j'ai eu un problème de son, je tiens à le préciser, la suite de son développement, parce que j'étais en train de découvrir que nous avions pas que des désaccords, mais des points d'accord. Le deuxième point que je voulais relever dans son propos, qui est un élément absolument central du raisonnement, c'est que contrairement à ce qu'il a dit, notre problème n'est pas seulement d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Notre problème est beaucoup plus rapide et beaucoup plus immédiat, et cette question de la vitesse du changement est absolument centrale en fait dans le fond du débat que l'on doit avoir. Puisque si l'on suit les données du rapport du GIEC, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans des pays développés, dans un pays en Europe par exemple et en France, de 65% en 10 ans, donc entre maintenant et 2030. Si nous voulons rester dans un périmètre d'une augmentation du réchauffement climatique de 1,5 à 2 degrés, étant entendu que le 1,5 va probablement, et d'ores et déjà probablement, même très certainement, un objectif inatteignable. Et en fait, cette question de la vitesse du changement et de la vitesse de la transformation que nous devons opérer, elle est absolument centrale dans le débat que nous avons. On aurait pu, si des changements avaient été opérés dès les années 70, quand on voit par exemple aujourd'hui que le groupe Total savait dès 1971 que le pétrole allait provoquer le réchauffement climatique, on aurait pu, dès les années 70, dès les années 80, penser à une transformation de notre modèle de société beaucoup plus progressives, qui répondent d'ailleurs à la notion de transition. Nous ne sommes plus dans cette situation-là, selon les données scientifiques et selon le GIEC, qui appelle à des changements, je cite, radicaux et rapides. Et cela change tout en fait dans le débat que l'on doit avoir, puisqu'en fait tous les raisonnements sur la croissance verte qui n'existent pas, puisque le découplage absolu de la consommation d'énergie et de matières premières et du PIB n'existe pas, ou tous les raisonnements qui misent en fait sur un progrès technologique à venir, une espèce de solution magique que pourrait trouver l'humanité pour régler ces problèmes, eh bien en fait ne sont pas dans un calendrier de temps compatible avec les conséquences qu'il faut tirer du rapport du GIEC. Donc pour moi la décroissance elle s'impose pour cette raison de ce qu'est l'état d'urgence écologique dans lequel nous sommes et du fait que nous n'avons plus de temps devant nous pour préserver le caractère habitable de la plupart des territoires sur Terre. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Alors la décroissance, c'est quoi? Dans un jeu radiophonique que tout le monde connaît, il y avait eu cette question, quel est l'inverse de la croissance? Évidemment, le piège était de répondre la décroissance. Non, l'inverse de la croissance, c'est la récession. La décroissance, ce n'est pas la récession. C'est l'organisation volontaire, décidée démocratiquement, dans le dialogue social, de notre empreinte écologique. C'est-à-dire le fait de vouloir organiser le retour au respect des limites planétaires et donc la réduction de la consommation d'énergie et de la consommation de matières premières. C'est une contrainte qui, à mes yeux, est un levier de créativité, d'inventivité, je dis ça par rapport au débat sur le progrès technologique, autant le rapport au temps que j'évoquais, cette notion de vitesse implique une sobriété et implique la décroissance, autant je considère que la décroissance, en fait, est un puissant levier d'inventivité et de créativité pour mettre cette inventivité et cette créativité au service de la réduction de l'empreinte écologique, alors qu'aujourd'hui, elle roule pour l'inverse, elle roule en général pour l'aggravation de l'empreinte écologique. Donc c'est ça, la décroissance, et effectivement, ça implique de l'investissement, pour rebondir sur ce que disait Patrick Artus. Effectivement, ça implique, dans ma vision, que la décroissance finance
la décroissance, et donc on n'est plus dans cette vision de l'augmentation sans fin du gâteau. Ça implique un nouveau partage et donc une redistribution, puisque en fait aujourd'hui quand on regarde la structure de la consommation, il y a une très grande différence d'empreinte écologique entre les catégories populaires, les catégories les plus modestes, les catégories moyennes et des modes de vie qui sont plus que très au-delà des limites planétaires. Et c'est une société, et là-dessus je rejoins Dominique Méda, c'est un projet de société qui replace en fait l'humain, mais aussi l'éducation, la culture, donc tout ce qu'on peut qualifier de richesse immatérielle au centre de sa vision et de son projet de société. Contrairement à Dominique Méda, moi je considère qu'à terme il faut abandonner le PIB, c'est-à-dire que la question n'est pas seulement de le corriger, de le compléter, il faut l'abandonner au sens de ce qui guide les choix de politique publique et les choix de régulation. C'est-à-dire que pour moi, je dis pas qu'il faut arrêter de calculer la production, etc. Pour moi, en fait, la politique de l'État doit être basée sur d'autres objectifs que ceux du PIB ou que ceux de la référence au PIB, des indicateurs de bien-être humain, des indicateurs de pleine santé, des indicateurs de nombre d'emplois, mais aussi de satisfaction au travail. Et dans la vision que je développe, je considère que l'organisation de la transformation en fait de notre modèle économique autour de la recherche, de la réduction de notre empreinte écologique est génératrice de la création d'emplois, de la destruction d'emplois dans un certain nombre de secteurs, il faut l'assumer, mais aussi de la création de beaucoup d'emplois. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en regrettant d'avoir pas entendu le son de ce qu'a dit complètement Patrick Artus, qui me permet pas complètement de rebondir sur ce qu'il a pu développer. Si, tu as parfaitement rebondi parce qu'au fond, deux petites remarques d'économistes, conscients des limites de l'exercice d'économiste. La première chose, c'est vrai que beaucoup d'économistes et de cette discipline on considère comme normal de traiter des problèmes, non pas de récession, on parle beaucoup de récession, mais de décroissance, donc de réorganisation de l'évolution de la société, d'évolution de la trajectoire des économies. À juste titre, Dominique a sorti tout à l'heure une très belle citation de John Stuart Mill, mais en fait, il y a eu tout le débat a commencé il y a déjà quelques années avec le rapport Meadows, etc., avec beaucoup de documents. Donc, cette idée que les économistes ne peuvent pas, j'allais dire, penser le sujet, me paraît peut-être un peu excessif. Deuxième remarque sur ce qu'a dit Patrick, qui, au fond, a expliqué avec beaucoup de son talent habituel, j'allais dire, l'environnement dans lequel on est situé, et c'est là où je trouve qu'il y a plus de convergence entre ce que disent Delphine et Patrick, qu'ils ne pouvaient l'imaginer l'un et l'autre. C'est cette idée que l'évolution des trajectoires de l'économie qu'il a posé comme étant aboutissant au zéro carbone en 2050. On peut très bien dire que c'est insuffisant, mais en réalité, c'était comme ça qu'il a réfléchi. Ça supposait à la fois des investissements très importants. Ça supposait, deuxième aspect, des problèmes, j'allais dire, de répartition majeure, et évidemment une fiscalité des revenus du capital qui sont très différents que ceux que nous connaissons aujourd'hui, et ça rejoint d'ailleurs une des propositions de Dominique Méda. Vous voyez, moi je suis spécialiste du consensus, du rapprochement des positions sur l'idée que le capital à un moment doit être fiscalisé dans des conditions qui sont des conditions plus satisfaisantes. Dernier sujet qui va me permettre d'introduire Denis Oliven. J'ai quand même un problème par rapport à l'évolution du progrès technique. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est aussi une dominante majeure. Alors, c'est vu par certains comme étant une sorte de Deus ex machina qui résout tous les problèmes. C'est le cas d'un économiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui est Philippe Aghion, mais je ne partage pas ses sentiments là-dessus. Et surtout, ça crée, et ça ne l'oubliez pas, par rapport à ce qui a été dit à propos de la qualité du travail, etc. Et je sais que là,
j'évoque des sujets que et Dominique et Delphine considèrent comme très importants, la qualité du travail. En réalité, on est en train d'assister sous nos yeux, avec le progrès technique tel que nous l'avons, hein, et tel qu'il se développe, nous avons ce que nous appelons la bipolarisation du marché du travail, c'est-à-dire, dans les faits, une séparation totale entre le travail qualifié et le travail non qualifié, et la terreur des classes moyennes de voir ou des qualifications moyennes disparaître au bénéfice de quelques heureux élus, des qualifications très développées et des qualifications qui sont des qualifications, j'allais dire, très faibles. Donc je pensais qu'il fallait qu'on rajoute ça. Ça va bien, ça me permet d'introduire Denis Oliven sur son livre, qui est très favorable au progrès et à l'innovation, mais je veux dire, tout ça est passionnant, et donc je lui cède la parole. Merci. Alors moi, je suis en fait parti moins de la décroissance, enfin c'est pas ça qui m'a inquiété à l'origine, mais c'est plutôt plus trivialement de l'affaiblissement de la croissance. Et du coup, parlant de ça, ça va me permettre de revenir sur la question du PIB, c'est-à-dire non pas par fétichisme du PIB, pour reprendre les propos de Patrick Artus que je fais mien, mais de l'effet de la baisse du PIB sur le bien-être, disons. Et donc ça m'a évidemment inquiété parce que il me semble que c'est un mal français. Ça n'est pas un mal qui nous est propre. L'affaiblissement de la croissance a frappé l'ensemble des pays occidentaux, des pays développés, mais parmi ces pays riches, et cette maladie-là, nous en avons une forme de surinfection. Je prends juste une illustration de ça. On vient de célébrer ou de regretter la fin du mandat d'Angela Merkel. Sur les 15 ans du règne d'Angela Merkel, la croissance du PIB par habitant de l'Allemagne a été 3 fois supérieure à celle du PIB par habitant de la France. Et cet affaiblissement de la croissance, j'en viens là au bien-être, cet affaiblissement de la croissance a, à mon sens, des effets dévastateurs sur notre pays, et c'est des effets qui sont au cœur du mal français, dont le symptôme le plus visible est la progression spectaculaire, on le voit ces derniers temps, du populisme et du nationalisme. Tout simplement parce que moins de croissance du PIB, aussi limité que soit cet indicateur, et aussi nécessaire soit-il de le compléter par ailleurs, de le corriger de ses effets d'inégalité, de le corriger de ses effets d'externalité, mais l'affaiblissement de la croissance du PIB, moins de croissance, ça veut dire tout simplement moins d'emplois, ça veut dire moins de pouvoir d'achat, ça veut dire moins de ressources pour les services publics, et comme on n'arrive pas à freiner à due concurrence les dépenses collectives, ça veut dire aussi plus d'impôts et plus de dettes, et ça veut dire aussi, pour prendre un sujet dont on parle beaucoup ces temps-ci, par exemple, moins de capacité à intégrer des populations étrangères, des populations immigrées. Et quand je fais cette liste, vous avez reconnu à peu près la liste de tous les mots français. Pourquoi est-ce qu'il y a une flambée dans les banlieues? Parce qu'on a un problème grave de chômage des jeunes non qualifiés. Pourquoi est-ce qu'on a une crise des gilets jaunes? Parce que on a un problème de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'on a un malaise des fonctionnaires? Parce qu'on a un problème de ressources des services publics. Pourquoi est-ce qu'on a un ras-le-bol fiscal? Pourquoi est-ce qu'on a une crispation identitaire très forte? Eh bien, parce que on intègre moins bien nos immigrés que des pays qui ont plus de croissance que nous. Donc, une fois que j'ai dit ça, quand on essaie de comprendre d'où vient ce particularisme français, on retrouve un enseignement de l'histoire économique. Je pense notamment à l'ouvrage remarquable de Joël Mokyr. On trouve cet enseignement que finalement les conditions de la croissance ne sont pas d'abord matérielles, elles sont culturelles, elles sont spirituelles, elles sont morales. C'est un certain nombre de valeurs auxquelles une société adhère ou n'adhère pas qui la rendent propice ou pas propice à la croissance. Et nous Français, il me semble, peut-être que je me trompe sur mon diagnostic, mais il nous semble que au cours des 30 ou 40 dernières années, nous nous sommes progressivement brouillés avec ces valeurs qui sont favorables à la croissance. Nous nous sommes brouillés avec, nous aimons moins ou nous n'aimons plus le travail. Devant la montée du chômage, au lieu de se demander comment on allait augmenter l'activité, on s'est dit qu'on allait partager le travail. Résultat des courses, on est l'un des pays riches qui travaille le moins, en tout cas par heure de travail par habitant, c'est certain. Nous nous sommes brouillés, en tout cas nous n'aimons pas ou nous n'aimons
moins que les autres le capital. Hein, je pourrais vous donner un tas d'indications de ça, mais celle qui me paraît la plus évidente, c'est que nous avons, après même les mesures Macron, le taux d'imposition du capital le plus élevé d'Europe, juste après le Luxembourg, je crois. Nous n'aimons plus tellement la mobilité sociale, l'ascension sociale, le mérite, pour dire les choses comme elles sont. On le voit avec la démocratisation de l'enseignement. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons massifié notre système éducatif, nous l'avons moyenné, au lieu de nous occuper principalement d'aider les élèves les plus en difficulté, qui étaient d'ailleurs majoritairement issus des classes les plus défavorisées. Résultat des courses, on a un système scolaire qui est parmi les moins efficaces de l'OCDE et en tout cas le plus inégalitaire des pays riches. Donc là encore, c'est un obstacle à la mobilité. Et puis, et là, ça va nous conduire à notre sujet que nous traitons maintenant, nous n'avons pas tellement, ou en tout cas nous avons moins que d'autres, d'appétit pour l'innovation. Là encore, je pourrais prendre un tas d'indicateurs. Nous sommes le 11e pays européen en termes d'innovation, non seulement devancé par des pays comme l'Allemagne, mais devancé par des petits pays comme la Suède, comme la Suisse, ou que sais-je encore. Nous avons 1 point de PIB en moins en recherche et en développement que l'Allemagne. Nous avons 10 points de PIB en moins consacrés à notre enseignement supérieur par rapport aux pays scandinaves. Enfin, je pourrais continuer cette litanie. Et donc, ça me conduit maintenant au sujet de la décroissance, parce que on voit qu'on a loupé une série d'embranchements au cours des 30 ou 40 dernières années qui ont affaibli notre croissance et qui ont, à mes yeux, plongé notre pays dans d'immenses difficultés sociales et politiques. Je ne dis pas que la croissance les aurait toutes réglées, mais l'absence de croissance les a très certainement tous détraqués. Voilà qu'au lieu de se demander comment on peut renouer avec la croissance, là encore, je m'inscris dans ce que disait Patrick Artus, pas n'importe quelle croissance inclusive, une croissance respectueuse de l'environnement, mais enfin, renouer avec la croissance, nous, en tout cas, un certain nombre de bons esprits, brillants, intelligents, intéressants, je viens de les entendre à nouveau, nous disent, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut tout arrêter et il faut décroître. Et moi, je dis que si nous faisons ça, nous allons franchir une nouvelle étape et peut-être la plus gravissime de toutes, dans les erreurs économiques et qui va s'ajouter à celles que nous avons déjà franchies au cours des dernières années. Je le répète, ça ne veut pas dire que je suis un dévot de la croissance, en tout cas de la croissance du PIB. Je sais très bien quels sont les dégâts causés sur l'environnement de la croissance passée qu'il faut corriger. J'ai parfaitement conscience qu'avec la même croissance, on peut avoir des politiques sociales redistributives ou au contraire parfaitement inégalitaires. Mais et bien sûr, sur la question du climat m'effraie comme vous tous, et je partage entièrement les conclusions du GIEC. Mais je me dis que la réponse ne doit pas être pire que le mal. Voilà, et c'est là-dessus que je voudrais l'illustrer de manière très concrète, parce qu'on a une discussion sur le PIB et elle me paraît parfois un peu abstraite. Je voudrais l'illustrer de manière très concrète en faisant un tout petit calcul mental qu'on va faire tous ensemble. Le PIB en France, j'arrondis les chiffres pour qu'on calcule plus facilement. Le PIB en France, c'est 2500 milliards d'euros. En 2020, du fait de la Covid, on a eu une baisse de 9% du PIB et elle s'est traduite par une baisse de 9% des émissions de CO2. Exactement le rythme, un peu supérieur, mais à peu près le rythme de baisse des émissions de CO2 qu'il nous faudrait pour atteindre les objectifs qui ont été cités tout à l'heure, notamment ceux de 2030. Ben, si j'arrondis le 9 à 10, si vous prenez 10% du PIB, c'est 250 milliards d'euros. Et si vous prenez la part des dépenses publiques dans ce PIB, c'est 150 milliards d'euros. Donc, une baisse de 9 ou 10% du PIB, c'est moins 150 milliards d'euros chaque année de dépenses publiques. C'est ça que ça signifie. Donc, qu'est-ce qu'on va sacrifier? Est-ce qu'on va sacrifier une bonne partie des retraites, c'est 250 milliards d'euros? Est-ce qu'on va sacrifier une bonne partie des dépenses de santé, c'est 350 milliards d'euros? Est-ce qu'on va sacrifier la totalité des dépenses d'enseignement, c'est 130 milliards d'euros? Enfin, vous voyez bien que la baisse du PIB, ça a des effets très concrets. Et donc, moi, ma conclusion de ce petit calcul arithmétique, c'est que cette proposition ne boucle pas, ça ne marche pas. C'est un peu, je vais le dire de manière triviale, c'est un peu comme si on vous disait, écoutez, vous avez une grave maladie des poumons, j'ai une très bonne solution, on va arrêter de respirer.
Donc, et c'est un discours dont on nous dit qu'il est nouveau, mais il est très ancien en fait. Cette discussion, Jean-Hervé l'a dit tout à l'heure, elle existe depuis le 19e siècle. Elle existe, la question s'est posée pour la surpopulation dès Malthus, et il faisait une proposition qui était de cette nature-là, sauf que c'était encore plus triste, puisque lui, il nous proposait de ne plus faire la vilaine chose. Donc, quand on regarde les facteurs d'émission de CO2, il y a 4 facteurs d'émission du CO2. Il y a la croissance de la population, la croissance du PIB, il y a le quantum d'énergie qu'on met dans la croissance, et il y a le quantum de CO2 qui sont de CO2 dans l'énergie. Donc, la thèse malthusienne, ça consiste à dire on arrête la croissance de la population. Bon, ça, on l'entend très peu. Il y a une autre version de la thèse malthusienne, c'est on arrête la croissance du PIB. Et puis il y a la thèse, disons, schumpeterienne, pour aller vite, ou la thèse des économistes. Ça consiste à dire on réduit la consommation d'énergie dans la croissance et on réduit la consommation le quantum de CO2 dans l'énergie. Et ça, c'est, me semble-t-il, la voie qui permet de rendre conciliables les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et les objectifs sociaux de distribution de richesses qui doivent, enfin qui j'imagine nous réunissent, en tout cas qui fabriquent un consensus dans la société. Je vais m'arrêter là pour pas dépasser mes 10 minutes. Je sais pas où j'en suis. Oui, je dois être au bout, mais je pense que c'est autour de cette question-là qu'on doit débattre plutôt. Enfin, le débat raisonnable me paraît être là-dessus. Alors, est-ce que, comme l'a dit Delphine Batho, le rythme d'innovation est insuffisant? Je ne le crois pas du tout. On pourra y revenir dans le débat. On a démontré au cours des siècles précédents et même dans les décennies récentes qu'on était capable d'avoir un rythme d'innovation inclusif.
En effet, depuis maintenant 20, au moins 2 décennies, on constate que les inégalités dans tous les pays développés se sont considérablement accrues, que le plein emploi n'est pas toujours réalisé, notamment en France, que même aux États-Unis, il y a des travailleurs découragés en nombre très important. La crise des Gilets jaunes nous a montré la nécessité de tenir compte de ces phénomènes et de ces inégalités croissantes qui sont de plus en plus insupportables. Face à ces défis, nous nous sommes réinterrogés sur le processus même de croissance. C'est le deuxième point que je vais traiter, cette nécessité d'une réinterrogation sur la croissance et les politiques qui la favorisent. De notre point de vue, il n'y a aucune raison de fond de refuser une croissance d'activités vertueuses, celles qui sont liées à l'éducation, à la formation, à la santé, à la communication, à la recherche et développement. Autrement dit, une croissance qui amplifierait le bien-être des citoyens, comme l'a bien mentionné Patrick Artus. Mais nous sommes à un moment particulier de l'histoire économique. Nous sommes confrontés en tant qu'économistes à 2 échecs. L'échec de la politique économique et l'échec de la théorie macroéconomique. L'échec de la politique économique, c'est le fait qu'on constate que le ralentissement généralisé des économies depuis le début de ce siècle, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Allemagne, tous les pays ont ralenti. Certains sont même en décroissance, comme l'Italie, une décroissance absolument phénoménale. À tel point que les économistes sont obligés de s'interroger, va-t-on assister pour les pays avancés à une stagnation généralisée? Le deuxième échec, c'est lui la théorie qui a de grandes difficultés à expliquer ces échecs de politique économique, alors que les taux d'intérêt sont bas et que ça devrait doper la croissance. Donc nous nous invitons à penser un nouveau paradigme économique et social pour le XXIe siècle. Le XXe siècle a vu 2 grands économistes s'opposer, Keynes, qui est l'homme de la demande, qui a réhabilité la demande et le rôle de l'État dans l'économie, et Schumpeter, qui a souligné le rôle important de l'innovation et de la destruction créatrice. Nous pensons que ces 2 économistes qu'on a opposés, en fait, doivent être réconciliés, parce que nous avons besoin à la fois d'une offre différente et d'une demande différente. L'exemple du défi climatique est vraiment illustratif. On a besoin à la fois d'une politique de l'offre de nouveaux produits décarbonés, comme les voitures électriques et l'isolation des logements, et on a besoin en même temps que les ménages acquièrent ces biens. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut qu'ils aient le pouvoir d'achat pour en être friands, si j'ose dire. La conséquence majeure en termes de macropolitique, c'est que les politiques de l'offre ne sont plus adaptées. Il faut mener des politiques à la fois de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'interaction entre l'offre, la demande et l'innovation. Alors, dans ce nouveau paradigme, nous avons mis en évidence l'importance de 6 nouvelles répartitions. C'est celle des revenus et des richesses, au sens large dans la société et selon les générations. Et la dynamique liée à ces répartitions joue en faveur d'une croissance soutenable et inclusive, à condition de faire évoluer ces répartitions. Alors, je vais me concentrer sur 2 ou 3 répartitions, compte tenu du délai imparti. La première répartition qui nous paraît très importante, c'est celle entre les profits et les salaires. Vous savez, c'est historiquement une répartition qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui est controversée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les profits n'ont pas arrêté d'augmenter, les parts de profit dans le revenu n'ont pas arrêté d'augmenter depuis plusieurs décennies. Qu'ils atteignent dans certains pays des sommets jamais égalés au XXe siècle. Dans le cas de l'économie française, la part des profits n'a pas cessé d'augmenter depuis plus de 50 ans. Il nous paraît important qu'elle revienne à des niveaux plus équilibrés. Alors, avec un nouveau modèle développé dans notre ouvrage, on a calculé le transfert à réaliser. Il n'est pas mince. Il s'agit d'un transfert de l'ordre de 100 milliards des profits vers les salaires pour assurer une croissance durable et de plein emploi. Car il ne faut pas abandonner l'objectif de plein emploi, notamment pour la France, car on en est très loin. Est-ce que c'est envisageable? Oui, un tel transfert est tout à fait envisageable, comme l'histoire nous l'enseigne. C'est revenir à des parts du profit qui existaient il y a 20, 30 ans. Bon, ça, et que je sache, ça n'était pas la catastrophe économique.
Bien sûr, ces investissements doivent être innovants, mais l'innovation ne va pas tout résoudre, car l'innovation peut être aussi destructrice d'emplois. La révolution numérique porte une menace par exemple, sur l'emploi, c'est bien sûr. Donc, une deuxième répartition importante, c'est celle entre les investissements qui créent des emplois et ceux qui les détruisent. Il nous faut favoriser les investissements qui créent des emplois, limiter ceux qui en détruisent. Une autre répartition qu'on a mis en évidence et qui nous paraît très importante, c'est la répartition intergénérationnelle des revenus. Depuis 50 ans, les jeunes générations ont vu leur revenu moyen baisser par rapport aux revenus de l'ensemble de la population. Les jeunes sont les victimes prioritaires du chômage et de la précarité. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. C'est un plan d'envergure en faveur des jeunes qu'il faut désormais lancer pour ramener leur revenu à la hauteur du revenu moyen. Nous avons identifié 3 autres répartitions. Je vais simplement les citer. La répartition de l'épargne entre actifs risqués et sûrs. C'est-à-dire que l'épargne actuellement est très abondante. Il faut favoriser l'investissement risqué, notamment pour maîtriser le changement climatique. La répartition des emplois selon les qualifications est une répartition importante. Actuellement, les emplois de qualification intermédiaire diminuent, ce qui provoque la peur du déclassement de la classe moyenne. On ne peut pas continuer comme cela et donc ça pose des problèmes de favoriser la mobilité sociale, la formation professionnelle, etc. Et puis la dernière répartition se met en jeu la protection sociale. Elle doit se renforcer pour réduire la pauvreté des jeunes. Et dans une société vieillissante, il faut également faire face à la dépendance que redoute et qui atteint de nombreux retraités. En conclusion, je veux dire, si on veut une croissance mieux partagée, c'était l'objectif de notre ouvrage, toutes ces répartitions sont autant d'indicateurs à suivre et à faire évoluer à côté d'indicateurs de croissance du PIB. En définitive, nous sommes convaincus que le changement climatique ne pourra pas être surmonté si on ne modifie pas en même temps le système de répartition des revenus et des richesses. Il nous faut donc construire une nouvelle croissance partagée avec au moins 6 nouvelles répartitions. On pourrait évidemment en imaginer d'autres, tout aussi importantes. Mais face à la violence des temps, seule cette audace nous semble compatible avec les défis climatiques, environnementaux et sociaux auxquels nos sociétés sont désormais confrontées. Merci Alain. On va terminer avec Pierre Decaisse. Alors on a des tas de questions, hein, donc on va pas avoir énormément de temps pour pouvoir discuter de tout ça. Il y a déjà près d'une 40aine de questions, ce qui veut dire que il y a vraiment beaucoup de, j'allais dire, d'envie de débattre de ce thème, et on ne peut que s'en réjouir. Donc Pierre Decaisse, professeur émérite à l'université de Lyon, je ne sais plus quel chiffre. La parole est à toi. Tu me demandes d'avoir une vision historique et même l'histoire de l'humanité, c'est peut-être beaucoup, et je voudrais pour cela commencer par expliquer, ou plutôt dire, à quel point le capitalisme est un système qui a su répondre en se modifiant en profondeur, en changeant profondément à des défis qu'il a lui-même créés. Et là, on est dans une situation où, indéniablement, le résultat de la situation dans laquelle nous nous trouvons, des crises plurielles que nous connaissons, ce résultat est dû à la forme de capitalisme que nous connaissons, et plus largement à un système qui a provoqué effectivement une croissance démographique et une croissance économique spectaculaire pendant un siècle. Si on prend entre 1920 et notre époque l'évolution démographique, je rappelle simplement qu'on est passé d'1,8 milliard à presque 8 milliards, ce qui est absolument inouï, et que sur le plan de la croissance du PIB par tête, je m'excuse de prononcer ce mot honni de PIB, il a été multiplié par 7.
On est donc arrivé à une situation exceptionnelle d'épuisement des ressources. Et cet épuisement des ressources, évidemment, il n'est pas absolu. Cette situation est relative, comme elle l'a toujours été, premièrement à l'état des techniques, deuxièmement au mode de répartition du revenu national, et enfin au mode de vie et au mode de consommation. Donc, l'évolution du capitalisme est absolument indispensable et elle doit se faire dans ces trois directions. Le capitalisme a profondément changé au cours des siècles précédents, en passant d'un capitalisme sauvage au capitalisme organisé, puis à la révolution thatchéro-reaganienne qui a créé un capitalisme néolibéral, financier, patrimonial, mondialisé, et qui a participé à l'évolution récente. Pour créer cet épuisement des recherches, il a donc fallu effectivement une période de croissance démographique et économique spectaculaire. Et le capitalisme doit changer dans les trois dimensions que je voulais dire. Bien sûr, la dimension technologique, avec la nécessité d'investissement massif et avec des innovations majeures, des innovations qu'on peut appeler, pour simplifier, des innovations vertes. En second lieu, une modification très profonde des rapports sociaux, des rapports de répartition. Et enfin, une modification des modes de vie et des modes de consommation. Les trois sont indispensables et les trois sont liés. Les trois sont liés, et en particulier parce que s'il n'y a pas un changement très profond des modes de répartition et du prélèvement, donc du rapport entre profit et salaire, il sera totalement impossible de réussir à modifier en profondeur les modes de vie, les modes de consommation, parce que tout simplement le consentement des populations fera défaut. En effet, il est très difficile de provoquer une baisse supplémentaire des niveaux de vie, alors même que ceux-ci sont déjà dans une situation tout à fait dramatique. On le voit par les réactions que les débuts de ces variations des modes de vie et de modes de consommation et des revenus commencent à provoquer avec les hausses de l'énergie qui sont dues à la rareté des ressources, bien sûr, mais qui sont dues aussi tout simplement au prix du carbone qui explique une partie de l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. On ne peut pas imaginer que cela soit multiplié par 2 ou 3 sans que on obtienne l'importante révolte de nos populations, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, qui ne serait dans ce cas qu'un tout petit début. Cet épuisement des ressources, après avoir dit qu'il ne pouvait pas être absolu, mais qu'il était nécessairement relatif à l'état des techniques, à la répartition et au mode d'existence, cet épuisement des ressources, ce monde plein en quelque sorte que nous connaissons, me fait songer à une des plus grandes crises de l'histoire de l'humanité, celle de la première partie du XIVe siècle. J'y pense tout simplement parce que c'est à cette occasion qu'a été forgée par Pierre Chaunu l'expression de monde plein. Il était déjà plein, il était déjà dans une situation d'épuisement au XIVe siècle. Et c'est donc dire à quel point la relation entre ce monde plein et l'état des techniques et l'état de la répartition est nécessaire à faire. Que s'était-il passé? Eh bien, la comparaison est claire avec ce qu'on a connu au cours du XXe et même du XIXe siècle. Il y a eu une croissance démographique considérable
au cours des XIIe et XIIIe siècles. La population est devenue trop importante par rapport aux technologies et par rapport au mode de répartition. Les prélèvements étaient très élevés et simultanément, on était dans l'impossibilité de desserrer de façon importante les contraintes techniques. Le résultat a été les grandes crises de la première partie du XIVe siècle, et en particulier les épidémies et les épidémies de peste. Et cette situation tout à fait dramatique a été liée également aux très grandes famines qui avaient inauguré le XIVe siècle avec des centaines de milliers de morts en Europe. Tout particulièrement. Quant à la peste de 1347, on sait qu'elle a tué la moitié de la population mondiale. Ceci, évidemment, est sans commune mesure avec ce que nous pouvons imaginer pour le futur, en tout cas. C'est cependant ce que les collapsologues, par exemple, imaginent pour l'avenir dans une vision extrêmement dramatique des choses. Et cependant, si les choses ne changent pas profondément, on risque d'avoir une évolution catastrophique, même si elle n'est pas aussi apoplectique, aussi caractéristique de celle que nous avons connue au XIVe siècle. Ça, c'est pour dire que ce n'est que dans la mesure où il n'avait pas été possible de desserrer les contraintes techniques et les contraintes de répartition, que la crise a été aussi violente. Bien entendu, l'épidémie de Covid est en rapport avec l'épidémie de peste, heureusement d'ailleurs, mais ce qu'il faut souligner, c'est ce lien entre un épuisement des ressources, un changement climatique aussi qui avait caractérisé cette époque. On était passé de l'optimum médiéval au petit âge glaciaire, d'où les famines. Alors, l'adaptation ne pouvant se faire ni par la répartition, ni par le desserrement des contraintes techniques, ni par le mode de vie, elle s'est faite en quelque sorte à la baisse, par la destruction d'une fraction de la population. Une fraction considérable, puisque je dis 50%. Le résultat de cette effroyable catastrophe a été, à terme, un desserrement très important de ces contraintes, et en particulier les rendements agricoles qui avaient très profondément baissé du fait de la mise en culture des terres les moins fertiles, on cultivait jusqu'au rocher, dit-on, a permis une augmentation de la productivité à partir de l'amélioration des rendements agricoles. Simultanément, la rareté des gens a permis à la fois une augmentation des salaires et une diminution des rentes. Le résultat a été finalement une amélioration considérable des niveaux de vie. Après la grande peste, on est arrivé à un maximum de la consommation de viande jusqu'au début par tête jusqu'au début du XIXe siècle. Donc voilà une situation. Voilà une situation qui effectivement n'est pas sans se rapprocher de la nôtre, mais la nôtre et la grande différence, c'est que nous pouvons modifier nous-mêmes les contraintes techniques et les contraintes de répartition et notre mode de vie. On peut donc espérer que les collapsologues auront tort et qu'on réussira à changer complètement de mode de production. Ils ont tort. Et cher Pierre, on va être obligé j'allais dire, d'à la fois admirer la capacité que tu as eue de revenir au XIVe siècle et de nous conserver un quart d'heure de discussion, puisque en fait, on est obligé de terminer à 7h30. Tout le monde a demandé. Alors, moi, ce que je vous propose, on a eu 40 questions. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des milliers de personnes qui se sont connectées. J'en ai pris 4 qui permettent à chacun de s'exprimer s'il le souhaite. Mais je donnerai la parole aussi à
Mme Berthaud, si elle le veut tout de suite. Et après, je te laisse la parole dans un instant, Delphine. Je vous propose juste de vous lire quelques questions, mais après son intervention, après l'intervention de Delphine. Et puis on va terminer. Si vous êtes d'accord, chacun va dire ce qu'il pense comme étant intéressant à mettre comme point dans le débat présidentiel, parce que c'est quand même, on va faire 2 secondes de politique. Voilà. Mais je te laisse la parole, Delphine. Oui, merci. Parce que en fait, il y a des choses pour moi qui sont pas possibles si on veut avoir un débat intelligent et avec un minimum de fiabilité sur le fond, en fait. Donc en fait, il n'y a pas de comparaison historique qui soit possible avec ce que nous sommes en train de vivre. Il suffit pour ça de lire le rapport du GIEC. Et en fait, vous prenez les chiffres du rapport du GIEC, je vais tous les rappeler, mais en fait, sur chaque donnée fondamentale, vous avez la période de temps à laquelle il faut remonter pour trouver une éventuelle référence historique. Et donc, on ne peut pas faire de parallèle. De la même manière que je n'accepte pas on puisse considérer que les maux actuels de la France seraient ceux de la décroissance, alors que précisément ce sont ceux de l'obsession pour la croissance économique, pas davantage que l'Italie n'a mis en place une politique de décroissance telle que je la définis. Donc ça me paraît en fait important de comprendre que la situation que nous vivons, ou par exemple la pandémie, le confinement, etc., n'ont absolument rien à voir avec la politique de décroissance que je revendique. Enfin, Denis Oliven a évoqué le fait qu'il partageait les conclusions du GIEC. Moi, j'ai tenté de faire l'effort de lire son livre. Et en fait, il y a tellement de contre-vérités, de propagande dedans que j'ai dû arrêter. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on partage les conclusions du rapport du GIEC et en même temps dire que la génération climat est obscurantiste. Et en fait, la question que j'ai envie de vous poser à tous en attendant les questions, c'est est-ce qu'il y a des limites planétaires ? Est-ce que ce à quoi nous sommes confrontés est inédit et sans précédent dans l'histoire et pose en fait à nos sociétés des questions de limites physiques? Quand j'entends dire par exemple qu'il n'y a pas d'épuisement des ressources dans l'absolu, pour moi c'est pas possible en fait d'avoir un débat sur ces bases, parce que soit nous parlons des mêmes faits et de la même réalité, soit nous avons un débat hors sol, qui est en dehors, en fait, des réalités qui sont rappelées aujourd'hui par un certain nombre de données scientifiques et auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Bien, alors je propose que le débat a pris de la vigueur, là, en dépit du caractère extrêmement radical socialiste que je suis. Alors peut-être les uns les autres, vous intervenez. Denis, tu as été secoué. Dominique, on va laisser tomber un peu les questions, mais on discutera juste à la fin du débat présidentiel. Denis, la parole est à toi, puis Dominique Méda, puis peut-être Alain Villemeur, non? Puis peut-être Pierre, puis peut-être moi. D'abord, 3 observations. La première, moi, je n'ai pas dit que nous étions que les maux de la France étaient liés à la décroissance. J'ai dit que les maux de la France étaient liés à l'affaiblissement de notre croissance, car c'est le thème principal de mon livre. On est sur la décennie sur une croissance de 1%, c'est-à-dire la croissance qu'on avait en moyenne en 1800, et c'est de ça dont je parle. Donc, je vais pas parler de la décroissance. En revanche, j'ai pris l'exemple, deuxième observation, de la baisse de croissance du Covid de l'année de 2020, non pas pour dire que c'était le projet que vous défendiez, mais pour dire qu'on a eu à ce moment-là la baisse des émissions de CO2 qui sont la baisse cible, et j'ai essayé de mesurer l'impact que ça avait sur nos ressources, parce que c'est ça le sujet. Troisième observation, je le dis au passage, c'est pas très fair, comme on dit en bon français, de considérer que quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est de la propagande. Donc, on pourrait reprendre chacun des points. Vous me ferez la liste des choses où on considère que c'est des contre-vérités. J'essaierai de vous démontrer, parce que j'ai essayé de faire ça avec honnêteté intellectuelle et un travail sérieux. Et s'il y a des choses factuelles sur lesquelles je me suis trompé, veuillez me les signaler. Et si vous avez raison, je ferai amende honorable. Et troisième point, moi, je n'ai pas dit que les ressources étaient infinies. J'ai dit que, comme l'a dit je ne sais plus qui, il y a 2 personnes qui pensent que les ressources sont, que la croissance est une possibilité infinie, c'est les fous et les économistes. Et pourquoi les économistes pensent ça, notamment les économistes schumpeteriens? Parce qu'ils pensent qu'il y a une ressource qui est infinie, une seule, celle du cerveau humain.
Et donc, bien sûr, le défi climatique est un défi sans commune mesure avec ce qu'on a rencontré, en tout cas dans ce domaine, mais on a déjà relevé des défis dont, à l'époque, en 1970, par exemple, le défi de la surpopulation et de la sous-alimentation, ou le défi de l'épuisement des ressources énergétiques, dont le Club de Rome nous disait déjà qu'il était incontournable et qu'il nous imposait immédiatement un changement de régime de la croissance. Et en fait, on a mesuré que les innovations nous permettaient de faire autrement. Alors, je ne dis pas que les innovations suffisent. Je suis pas techno BA, mais il y a d'autres choses à faire. Il y a des investissements, comme on l'a dit, dans la décarbonation. Il y a les investissements, il y a les innovations du futur. Il y a l'augmentation de la capacité des puits de carbone. Enfin, il y a toute une série de choses à faire. Il y a une fiscalité écologique. Il y a bien des choses à faire. Mais je dis simplement que cette voie-là est beaucoup plus probable et probante que la voie de la décroissance. D'accord. Dominique. Je vais hyper vite. Je suis d'accord avec Attends, Delphine Bateau. Voilà. Comment? Vous m'entendez pas? Si. D'accord. Si. Je disais que j'essaye d'aller hyper vite. Premièrement, je suis d'accord avec Delphine Bateau sur le fait qu'on est en train de complètement. Enfin, moi, j'ai l'impression que on souffre, enfin que certains d'entre nous souffrent quand même d'une forme d'aveuglement, quoi, et d'aveuglement quand même et de croyance au progrès technique. C'est-à-dire l'idée, c'est on y est parvenu jusqu'à maintenant. On a été super géniaux, on a inventé plein de choses, et donc ça va continuer, quoi. Et je pense que cette croyance au progrès technologique et finalement à la supériorité des valeurs monétaires sur les valeurs physiques, elle va nous mener là dans le mur. Et je crois qu'il faut revenir à la réalité, reconnaître qu'il y a des réalités physiques qui sont en train de s'imposer à nous, donc on doit bifurquer. Je voudrais juste rappeler encore un économiste. Souvenez-vous quand même que les Meadows en 72 délivrent un message important. On va aller vers l'effondrement si on ne prend pas des mesures. Et qui est-ce qui fiche tout en l'air? Je dirais, c'est Nordhaus, en disant mais ne vous occupez surtout pas de ces travaux. Ils ont tout faux parce qu'ils n'ont pas pris en considération le prix. Et Nordhaus, c'est quand même aussi quelqu'un qui nous dit que si jamais on avait 6 degrés de réchauffement, ça nous coûterait que 10 points de PIB. Enfin, c'est absolument monstrueux de dire ça. C'est de la folie, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une partie des économistes vivent dans un monde mais complètement déréalisé, comme disait Delphine, complètement hors sol, quoi. Deuxièmement, la croissance verte, c'est vraiment, je crois que de plus en plus de travaux sont en train de reconnaître que c'est un mythe, la croissance verte. C'est un mythe. L'Agence européenne de l'environnement, le Haut Conseil pour le climat, des travaux nous montrent que alors vous savez, il y a l'histoire du celui des découplages relatifs. Il y a l'idée que la France et d'autres pays envoient complètement leur production sale dans d'autres pays. Du coup, ils peuvent afficher un bon bilan, hein. Mais voilà, cette croissance verte, il faut qu'on se rende compte que c'est un mythe. Il ne faut pas qu'on se gargarise de mots comme ça. Il y aurait la vilaine croissance brune et la gentille croissance verte. Non. Donc, on doit essayer de mettre en place, adopter des pratiques de sobriété. Un point très important. Alors, je suis en désaccord avec Denis Oliven sur tout un tas de points, notamment sur tout ce qu'il dit sur le travail, qu'on travaille moins longtemps, que les Français aiment pas le travail. Tout ça, c'est pas vrai. Mais je crois que le message essentiel, c'est que c'est pas parce qu'on romprait avec l'objectif de croissance qu'on pourrait pas avoir satisfaction des besoins essentiels de tous, qu'on pourrait pas avoir le plein emploi, la pleine santé, etc. C'est-à-dire avec aujourd'hui, on gaspille considérablement. Et c'est vrai que le capitalisme nous y pousse à gaspiller, à produire trop. La croissance est captée par une petite partie de la population. Et donc, je conclus parce que je veux absolument pas monopoliser la parole. Je suis très intéressée par ce que vous avez dit dans votre bouquin, Jean-Hervé et Alain, sur le fait qu'il faut une autre répartition. C'est ça qui me paraît le message essentiel. Et je pense d'ailleurs que si on abandonnait l'objectif de croissance, c'est bien les revenus des plus riches qui devraient décroître, mais pas du tout nécessairement les revenus des plus modestes. Et pour finir encore, donc ok sur la répartition. Et puis, je crois que quelque chose qui nous réunit tous, c'est cette idée qu'il faut dès maintenant investir massivement dans la transition écologique, que ça créera des emplois et que ça sera bon pour tout le monde. Peut-être Alain, tu veux dire ajouter, puis Pierre. Puis voilà, puis de nouveau Denis, si tu veux réintervenir, on est là pour discuter. Je pense que c'est des discussions ça démarre la bonne discussion, je trouve. J'espère qu'on va en parler dans les mois qui viennent. Quelques mots rapidement vu l'heure.
Moi, je crois qu'on est dans une situation absolument inédite, compte tenu de tous les défis. Et nous croyons avec Jean-Hervé, je pense qu'il le dira lui aussi, que le défi climatique doit être relevé, mais aussi les défis sociaux et économiques. Le défi climatique est la priorité, bien évidemment. Et a priori, on ne pourra pas le surmonter sans progrès technique. Mais nous ne sommes pas naïfs vis-à-vis du progrès technique, car nous savons que le progrès technique peut aussi, avec la révolution numérique, détruire des emplois et des qualifications, etc. La croissance verte, ça nous semble un peu naïf, puisque ça fait l'impasse en fait sur tous les autres défis environnementaux, tous les autres défis sociaux et économiques. Bref, si je veux terminer, dans le débat présidentiel, il nous semblerait important que les candidats s'engagent sur la stratégie d'investissement. Ça nous réunit, et c'est déjà un défi considérable que d'essayer d'arriver dans 5 ans à investir de l'ordre de 30, 40 milliards d'euros supplémentaires sur les énergies nouvelles, sur les énergies décarbonées, etc. Et la deuxième condition, j'espère, dans le débat présidentiel, c'est qu'on partira de tout le défi que représente la nécessité de mieux répartir les richesses et les revenus. Peut-être, Denis, tu veux, sur le débat présidentiel, parce qu'en fait, on se rapproche des 7h30, hein, donc c'est terrible, c'est plus mais on va être obligé de se quitter, donc alors. Thomas, j'aurais adoré quand ils poursuivent le débat avec Delphine et Dominique. J'espère qu'on trouvera une autre occasion de le faire, parce que ça commençait à devenir vraiment intéressant. Non, moi je dis oui, que je suis assez d'accord sur la présidentielle. Il faut qu'on déplace. Pour moi, il y a une question clé, c'est qu'il faut qu'on déplace 2 à 3 points de nos dépenses publiques vers l'innovation et vers l'investissement. Et de préférence, des investissements qui soient principalement orientés vers la croissance verte inexistante dont Dominique dit qu'elle est inexistante et que nous appelons de nos voeux. Donc ce point-là est clé. Je pense qu'un candidat à la présidentielle qui ne mettra pas cette question au cœur de son projet ne sera pas, en tout cas à mes yeux, crédible pour la préparation de l'avenir. Ok, Delphine, puis Pierre, et puis on va se dire au revoir, mais amicalement. Hein. C'est dommage, c'est frustrant. C'était une réaction en fait sur la question notamment de ce que disait Alain Villemeur sur la politique de l'offre et de la demande. Et en fait, moi, je voulais souligner que on ne peut plus être dans des logiques keynésiennes classiques de relance au sens de relance de la consommation. En fait, ce qui est impératif, c'est une rupture avec le consumérisme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même sortir d'un logiciel où la notion de bien-être humain était indexée pas simplement sur ce qui est indispensable pour vivre, mais indexé sur un référentiel consumérisme et une image de ce que les plus riches dans la société, ce dont ils disposent et ce que chacun voudrait atteindre. Et donc, si la logique, c'est de rester dans les modèles classiques sociaux-démocrates de relance par la consommation, on répond pas en fait au problème de la planète. Et ce qui doit vraiment diriger la question de la répartition qui est indispensable, la question de l'investissement et la question de l'inventivité, donc de la recherche, de l'intelligence, etc., c'est un objectif de réduction de la consommation d'énergie et de réduction de la consommation de matières premières, en prenant en compte, à mon sens, parce que c'est fondamental, l'empreinte carbone générale et pas simplement les émissions sur notre sol. Et c'est là qu'on voit que ce que j'appelle moi une politique de décroissance, c'est aussi une politique de relocalisation, parce qu'en fait, si on ne compte pas en empreinte écologique globale, mais qu'on compte seulement en émissions de gaz à effet de serre sur notre sol, on continue de nourrir la logique qui a été celle des délocalisations et dont on voit aujourd'hui les vulnérabilités qui sont liées pas simplement au réchauffement climatique, mais qui sont liées aussi à la surchauffe, à l'effet rebond, à des chaînes logistiques d'une complexité et donc d'une vulnérabilité qui pose les difficultés que nous sommes aussi en train de vivre sur le front des pénuries qui existent aujourd'hui et qui mettent même des usines à l'arrêt.
Pierre, peut-être un dernier mot. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'épuisement des ressources, et c'est pour répondre à Delphine, a toujours été considéré comme quelque chose d'absolu. Les gens de tous les siècles qui ont eu à subir ces contraintes terribles s'imaginaient dans un monde où ils ne pourraient jamais desserrer cette contrainte. Si on prend mon exemple du XIVe siècle, vous pouvez être sûr que l'ensemble des populations, des êtres humains, n'imaginaient pas une seconde qu'il allait être possible de modifier les rendements agricoles comme cela a été fait. C'était impensable. Ils n'imaginaient pas non plus la possibilité de changer les rapports de répartition. C'est vrai aussi à propos des pénuries de matières premières, de bois à la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai pour le malthusianisme. Alors prenons par exemple, puisque j'ai parlé de la grande crise du XIVe siècle, ils imaginaient que ces drames qui se produisaient étaient une punition de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer autre chose. Et aujourd'hui, on a remplacé Dieu par la nature. C'est très intéressant. D'ailleurs, Spinoza disait Deus sive natura. Là, la punition, c'est parce que c'est la nature. La nature. Mais en fait, cet épuisement est profondément lié au mode de répartition et au mode de production et aux innovations potentielles. Maintenant, un deuxième point, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une masse d'investissement jusqu'à 3% du PIB mondial. Bien, mais il ne faut pas imaginer que cet investissement va être pris sur une épargne préalable et va produire une diminution de ce fait de la croissance. Au contraire, les grands plans d'investissement, surtout dans les infrastructures, vont avoir comme conséquence automatiquement de booster par la croissance par effet multiplicateur. Donc on peut être pour un grand plan d'investissement sans imaginer, même si c'est keynésien, je m'en excuse, il garde encore quelques valeurs, cette masse d'investissement va produire de la croissance. Là, le problème, c'est la répartition des fruits de cette croissance. Il faut la changer profondément, totalement. Ce qui est inadmissible et catastrophique sur le plan de l'épuisement des ressources, c'est que ce soit effectivement une toute petite minorité de très riches qui ramassent depuis surtout une trentaine d'années la quasi-totalité des fruits de la croissance, et il faut au contraire que ce soit la grande masse qui en bénéficie. Alors évidemment, il faut changer les modes de consommation, il faut changer les mentalités à ce sujet, et c'est essentiel, mais il faut bien comprendre que changer les consommations, et pour d'autres consommations, ça ne veut pas dire diminuer le niveau de vie. Et ça, ce serait tragique. Ça provoquerait des révoltes massives. Je le répète, il y a déjà des débuts de ce phénomène. Et si ça continue, si on essaye d'imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas, on aura de véritables drames s'il n'y a pas une augmentation considérable des salaires par rapport au profit. Il faut bien imaginer que si on veut imposer... Pierre, il faut que tout le monde puisse parler. Donc, autoritaire. On n'en a pas parlé, mais les voix chinoises... Non, franchement, non. Maintenant, tu n'es pas tout seul. Je laisse la parole maintenant Dominique. Peut-être quelqu'un veut rajouter. Et puis, peut-être deux mots plus... non pas de conclusion, mais de réaction sur ce formidable débat. Voilà. Moi, d'un mot pour réagir sur ce que disait Pierre, il me semble. Soit croyons au progrès technologique qui va nous sauver, mais je dirais qu'en attendant ce grand soir, mettons quand même en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'en tirer sans ce progrès technologique. Essayons de ne pas de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, quoi. Et sinon, j'ai envie de proposer les 4 mots suivants. Hein, ça rejoint un peu quand même ce qu'a dit Delphine Batho: sobriété, nouveaux indicateurs, investissement massif, nouvelle répartition.
Bon, c'est une très jolie formule on va substituer à ces mots que je ne supporte plus dans la bouche de tous nos politiques, qui par ailleurs n'ont évidemment jamais lu les auteurs, c'est la demande keynésienne et la destruction créatrice, qui est quand même ce qu'on peut imaginer de plus banalisé en termes d'expression. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est un tout début de discussion. Le seul point qu'on a en commun, c'est de dire qu'il faut absolument que ce soit cette discussion au cœur du débat présidentiel. Mais pour le moment, on n'en a pas pris la voix. Enfin, pour ceux qui nous ont écoutés, je suis désolé pour tous ceux qui ont envoyé des questions. Il y en a, comme je l'ai dit, 40. Mais vous pouvez retrouver dans les textes des uns et des autres toutes ces réflexions qui ne sont absolument pas convergentes, mais c'est l'intérêt de la vie. Voilà. Merci je prends par ordre alphabétique. Merci à Patrick Artus, qui est pas là. Merci à Delphine. Merci à Dominique. Merci à Pierre. Merci à Denis et merci à Alain. Et je vous souhaite une excellente soirée dans une décroissance repensée. Voilà. Alors, bonne soirée.